Salut, c'est ton oncle chelou, celui qui te raconte les histoires à dormir debout. Alors, ça tombe bien que tu sois là, parce que je viens tout juste de terminer un livre qui parle d'un homme exceptionnel. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Non! Non! On veut pas! Dis oui, casse pas les couilles. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme exceptionnel, donc celle d'un chimiste, résistant, agent secret, survivant de l'Holocauste, ayant exploité toutes ses expériences traumatisantes afin de devenir une des légendes de la science-fiction. Laisse-moi te raconter la vie de l'immense Jacques Bergier, que tu ne connais pas, mais que tu as déjà vu là. Bonjour messieurs, très heureux de vous accueillir ici. Mon nom est Mick Esdanitouf. La voix dans ma tête, c'est vous? Alors j'espère que t'es prêt parce que je t'emmène tout de suite sur la Lune. Alors je te spoil tout de suite, hein, j'ai carrément abusé sur le titre. C'est carrément putaclic, Jacques Bergier n'est jamais allé sur la Lune. Du moins, à ce qu'il paraît. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je me suis permis ce petit raccourci. Mais bref, commençons par le commencement. Jacques Bergier, de son véritable nom, Yakov Mikhailovitch Bergier, né en 1912 à Odessa, une ville qui à l'époque faisait partie de l'Empire russe. Son père, Mikhail Berger, est un épicier grossiste juif, alors que sa mère, Estelle Krimienskaya, Putain, c'est trop dur! Mais y a rien de plus compliqué que cette merde, ce fils de pute! est une femme cultivée et politiquement très active. Alors, c'est une famille qui est un peu riche, mais ils roulent pas non plus sur l'or, quoi. Enfin, je déconne, ils sont pétés de thunes. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tout cet argent, ça leur donne énormément de facilité, donc, et le jeune Jacques reçoit une instructrice à domicile, ce qui est super rare à l'époque, et il peut déjà parler plusieurs langues à l'âge de 4 ans. Can you speak in English? Très bien. Respecte du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'autant ses parents sont pétés de thunes, autant ils sont pas juste à gauche. C'est des énormes bolcheviks. Sur la porte d'entrée, un dessin vous intrigue. Vous réalisez concrètement le dessin qui vous a intrigué. À votre grande surprise, vous obtenez une cisaille très pratique pour découper les carottes en rondelles. Néanmoins, un parti politique qui a pour symbole un coupe-carotte, ça ne fait pas sérieux. Alors sa mère a été impliquée dans un attentat contre un ministre du Tsar, son père collectionnait les affiches de l'URSS et son cousin, je crois, était dans un commando, le commando qui a tué Nicolas II. Tu vois les repas de famille un petit peu énervés quand même. Hello, Mr. Putin. Mais alors ce qui est encore plus paradoxal, c'est que quand les communistes sont réellement arrivés au pouvoir, sa famille s'est barrée parce qu'ils voulaient pas que l'entreprise du père se fasse nationaliser. Et vous voulez quoi à un moment? Ah bah les riches, bande de connards, on va tous vous avoir, ouais! Eh bien attends, le riche, c'est moi? C'est pourquoi il décide de quitter l'URSS et de venir s'installer en France à partir de 1925. Elle pensait, à tort à mon avis, qu'il n'y avait aucun avenir, étant donné la socialisation des magasins. Ils ont eu tort. Un cousin qui est resté est maintenant ministre du lait condensé. Ton pays est ravagé par la guerre, des gens veulent ta mort et tu veux t'expatrier pour l'avenir de tes enfants? Ne le fais pas. Et toi aussi deviens ministre du lait condensé. Ceci était un message du groupe Lactalis. Et toi, est-ce que tu penses que tu aurais pu devenir ministre du lait condensé? Dis-le-moi en commentaire. Non! Non! Son père ouvre alors une nouvelle épicerie à côté du cimetière de Montmartre, à Paris. Et c'est à partir de là qu'ils vont prendre le nom de Bergier. Même plus facile à prononcer en France que Yakov Mikhailovitch Berger. C'est dur. C'est dur quand on n'est pas dedans, c'est dur. Une fois installé dans cette nouvelle vie, la famille va vite se rendre compte que Jacques possède des aptitudes exceptionnelles dans le domaine de la science. Il étudiera donc la chimie dans de grandes écoles de la capitale, et ce qui fait qu'il va ressortir avec son doctorat en 1934 à l'âge de seulement 22 ans. Alors lui, il n'a pas redoublé la fac pour toucher la bourse. Clairement pas. Ingénieur chimiste, il se consacre alors principalement à la chimie nucléaire. En 1936, il découvre avec le physicien André L. Bronner l'utilisation de l'eau lourde dans le blocage des neutrons. Alors contrairement à toi, lui, ses recherches, il les fait pas à Pôle emploi. Hein. En parallèle, il se découvre un attrait particulier pour les sciences occultes et l'alchimie à partir de ces années-là. C'est un petit peu un sorcier. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards! 3 septembre 1939, la France annonce son entrée en guerre contre l'Allemagne. La Grande Roue est de retour à Gravelines pour le plus grand bonheur de tous. Et c'est pas les bonnes images. C'est mieux.
Pas particulièrement serein à l'idée de voir les Allemands débarquer et envahir le pays, il hésite tout d'abord à partir pour l'Angleterre, mais au final il se résout à rester en France aux côtés de ses proches. Ça c'est la classe. Résistant de la première heure, il intègre rapidement le réseau Marco Polo, un groupe spécialisé dans la collecte d'informations scientifiques et techniques. Et pas n'importe quel connard qui rentre dedans. Ce réseau est affilié au Bureau central de renseignement et d'action créé par un certain Charles de Gaulle, ce qui veut dire que les deux hommes ont bossé ensemble. Et ça c'est encore plus la classe. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. La mission de Jacques, c'est de surveiller les activités industrielles et scientifiques des Allemands dans la France occupée. Il doit identifier et saboter tous les projets liés à la production d'armes, au carburant synthétique et à la recherche nucléaire. En gros, la pression, il la boit. Ce dernier est un tel caméléon qu'il arrive à subtiliser les premiers plans des missiles V1 et à les transmettre au Mi-6, qu'il est le premier à découvrir que les Allemands développent la bombe atomique, et qu'il est responsable avec son réseau du bombardement de la base de missiles V2 de Cunamund. L'anecdote voudrait qu'il ait également jeté un exemplaire du Capital de Karl Marx sur la tête du maréchal Pétain qui passait en dessous de lui en voiture lors d'une manifestation. Mais bon, à force de jeter des bouquins de 900 pages à la gueule des gens, il finit par se faire arrêter par la Gestapo en 1943 et il est torturé à 44 reprises. Il refuse cependant de donner des informations sur ses contacts. Et ça, c'est beau. Il est assez vite envoyé dans le camp de Mauthausen, où il essaie de développer un réseau de résistance un poil plus petit. En mai 1945, le camp est libéré par les Alliés. Il rentre alors en France, ne pesant plus que 35 kilos. 35 kilos, ça fait 2 Ariana Grande. Donc c'est pas beaucoup. Alors la légende veut que le premier truc qu'il ait fait en France, c'est d'aller dans la première librairie venue pour se farcir tous les bouquins scientifiques qu'il avait loupés pendant ses années de camp de concentration. Et puis qu'ensuite il soit rentré chez lui et puis qu'il soit effondré quoi. Voilà. Le type est obstiné. Oui. Résistant de première heure, créateur et animateur de réseaux, fabricant clandestin d'explosifs, organisateur d'attentats contre les forces allemandes, a ranimé le réseau Marco Polo, arrêté et a su par sa dignité en imposer aux membres de la Gestapo, a été déporté en Allemagne. C'est en ces termes qu'est présenté Jacques Bergier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il reçoit plusieurs décorations dont la Croix de guerre et la médaille de la Résistance, mais bon, comme il était plus agent secret qu'autre chose, il aura jamais de reconnaissance du public. C'est con parce qu'une rue Jacques Bergier, ça aurait été tellement la classe. Et c'est à partir de ce moment-là, alors que les gens s'en foutent royalement de ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, que Jacques Bergier va créer sa légende. Si je te montre ces extraits là. Vous prétendez avoir empêché la France de basculer dans le camp communiste en 1946. C'est exact. Il dit, ouais, c'est cool, c'est vraiment sympa. Mais par exemple, vous pouvez fabriquer de l'or? Je peux fabriquer de l'or, c'est pas rentable. Il serait pas en train de se foutre de ma gueule? Ce qui m'a valu d'être le parrain de James Bond. Bah, nique. Allez, moi je peux pas écouter, mesdames et messieurs. J'ai une tête comme ça. Hakeddin Islam, j'ai une tête comme ça. Et c'est là tout le sel de Jacques Bergier. Sa légende ne lui vient pas de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il aurait fait. Tu mens comme tu respires, t'es un respirateur menteur. Les gens en général, ils respirent de l'oxygène, toi tu respires le mensonge. Il fait partie de cette rare espèce que sont les conteurs d'histoire. Et d'ailleurs, il le revendique, hein. Sur sa carte de visite, on peut retrouver Jacques Bergier, amateur d'insolites et scribe de miracles. Alors j'ai rien dit, hein. Il a été factuellement chimiste, agent secret, résistant, survivant de l'Holocauste et tout, c'est prouvé, c'est avéré, il a même eu des décorations. Rien à redire sur ça, c'est un héros. Mais par contre, entre deux faits réels, il glisse des dingueries de ouf. Alors je trouve plus du tout, mais je crois qu'il y avait un extrait où il disait qu'il se baladait dans la rue avec une mallette d'uranium. Il a reçu un coup de fil de Charles de Gaulle pour lui dire, bah, ne pas le faire, hein. C'était un poil dangereux. Et c'est à ça que tu vois son talent le plus inné, celui d'arrondir les angles de la vérité pour nous raconter des histoires palpitantes. Après la guerre, Jacques Bergier retrouve assez vite un poste comme ingénieur chimiste dans les carburants de synthèse, mais on sent une certaine fatigue et on sent surtout qu'il a envie d'aller plus loin. En 1946, il publie timidement son premier écrit dans le magazine Qui. PTDR, t'es qui? Je suis Spider-Man, fils de pute. Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est en 1954, à la suite de la mort de son ami Givante de Saint-Gast, qu'il décide de tout abandonner et puis de se consacrer uniquement à l'écriture. En gros, il a largement contribué à la science et à la résistance, et puis il se dit, bon, c'est le moment de se marrer un peu, quoi. En 1953, il participe à la création de Fiction, le tout premier magazine de science-fiction de l'Hexagone. En 1954, il est à l'origine de la toute première traduction de Lovecraft en français, avec son recueil Je suis d'ailleurs. Donc si on a pu découvrir l'appel de Cthulhu en France, c'est grâce à un mec qui parle comme ça de mai 68. Si je vous ai également bien compris, Jacques Bergier, mai 68 participait de ce plan général de renversement de l'Occident. Exactement. Et ça a été un succès remarquable. Un succès, vous trouvez? Ah oui, tout de même. La France a subi plus de dommages que pendant 8 jours d'une guerre normale, et ceci réellement avec tellement peu de moyens, c'est très remarquable. Et Cohn-Bendit, alors ce serait comme ça un agent de l'interterreur?
c'est beaucoup dire un agent. Disons, dans chaque opération de ce genre, on attire également des imbéciles. Chaque con peut être bandit. Ah, c'est un jeu de mots. Tu fais ce que tu veux de cette information. Il enchaîne alors les revues et les parutions par-ci par-là, mais c'est en 1960 que tout va réellement changer, avec la parution de son livre culte, Le Matin des Magiciens. Le Matin des Magiciens. Ça, c'est la pire, c'est la pire saloperie qui ait pu arriver. Et je l'ai en 2 exemplaires. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Pour faire simple, ce livre est une bombe atomique. C'est une œuvre monumentale qui a nécessité 5 années pour voir le jour. Un pavé si énorme que Jacques Bergier a dû être accompagné de Louis Pauwels, un autre écrivain totalement zinzin sur qui je ferai une vidéo, parce que aucun être humain seul peut pondre un tel putain de chef-d'œuvre. Alors de quoi ça parle? En fait, le livre te propose d'expliquer le fonctionnement de l'univers à travers les faits rejetés par la science. D'ailleurs, la science, la magie, la religion ne seraient que différentes façons de voir la même chose. Un petit peu comme si l'univers n'était qu'un gigantesque puzzle dont personne n'avait la notice. Tu sais qu'on va aller loin. Le livre est d'ailleurs fondateur du réalisme fantastique. C'est un mouvement littéraire qui ne raconte pas d'histoire, qui n'écrit pas de fables, mais qui cherche à démontrer l'influence de quelque chose d'invisible sur notre réel. En gros, le livre, c'est pas une compilation de théories du complot à 2 balles, c'est juste qu'on va arrondir les angles de la vérité pour proposer des histoires palpitantes et une explication du pourquoi et du comment de l'univers. Ce que Jacques Bergier fait mieux. C'est la pire saloperie qui ait pu arriver. À partir de là, c'est un buffet à volonté. Tout est permis. Dans le genre de chapitre éclaté au sol, on a des Martiens à Nuremberg. La Terre est creuse et nous vivons à l'intérieur. Y a-t-il eu une autre civilisation atomique avant nous? La société secrète, future forme de gouvernement. Bah alors tout est possible dans le livre. Ton cerveau il commence à faire des nœuds dans ta tête et à la fin tu te demandes si t'as pas été initié à la franc-maçonnerie sans le savoir. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'entre 2 références, ils n'hésitent pas à mettre des textes d'autres écrivains, toujours au bon moment, afin de faire monter la pression. J'y ai découvert les 9 milliards de noms de dieux d'Arthur C. Clarke, qui m'a retourné le cerveau. Alors franchement, fais-toi un plaisir, va pas te spoiler sur internet et lis-le dans le bouquin. C'est un truc de dingue. Et tu remercieras ton oncle chelou. Dis-moi merci en commentaire. Allez. Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! C'est un mélange d'histoire, de science et de mysticisme qui te fera dire « Waouh, putain, excellent !» Et 2 pages plus loin « Waouh, putain, est-ce qu'ils se foutraient pas de ma gueule la saison ?» Mais ça, tu le sauras jamais s'ils se foutent de ta gueule. Et ça te fera réfléchir jusqu'à la fin de tes jours. Imagine ton prof de philo, il arrive, il est complètement bourré, il a 3 grammes dans chaque œil et il te parle des Sumériens. C'est le niveau du livre. Donc forcément, le livre a été un succès critique. Hein. On parle de 2 millions de ventes, 22 traductions si je dis pas de conneries, et il a même eu l'honneur de passer la frontière de l'URSS. Сука, блядь! Alors le livre marque son époque et influence de nombreux courants de pensée. On dirait même que Jacques Bergier, c'est le père du complotisme moderne. Alors attention, pas le complotisme qui vise à discriminer certaines personnes, mais Jaco, c'est plutôt le complotisme rigolo, tu vois. C'est le fait de vouloir gratter le vernis de la réalité pour voir derrière un monde fait d'extraterrestres, de grands initiés, tout ça. C'est que du bonheur, c'est bon enfant, c'est gentil. C'est la pire saloperie. Faites pas chier. Bref, Jacques Bergier vient de se créer une réputation d'ovni médiatique. Comme il a le vent en poupe, il enchaîne en 1961 avec une nouvelle revue consacrée au mystère. Et cette revue, c'est Planète. Et elle a pour slogan « Rien de ce qui est étrange ne nous est étranger ». Et c'est tout l'inverse de « Tout ce qui est étranger nous est étrange ». Sans surprise, la revue devient un phénomène générationnel et certains numéros iront jusqu'à se vendre à 100 000 exemplaires. La revue permet de populariser certains auteurs et thèmes chers à Jacques Bergier, comme l'ethnologie, l'ufologie, la science, tout ça, l'histoire. Le tout sans jamais rien affirmer. On reste dans un jeu d'esprit, on reste dans un nœud de cerveau, on reste dans quelque chose de bon enfant. Alors, anecdote marrante, Hergé étant fan de Jacques Bergier, il décide de le mettre dans sa bande dessinée Tintin Vol 714 pour Sydney, sous les traits de Mick Hanikov. Personne ne voudra nous croire. Exact. Personne croira votre histoire parce que vous la raconterez à personne. Comment ça? Mais bien sûr que si. Niet. Vous comprenez, nos autres croient que beaucoup d'hommes sur Terre pas prêts à prendre existence autrement. Qu'allez-vous faire alors? Je vais t'enculer. Et ça, c'est la giga classe. Il continue ensuite sa carrière en lançant la collection Science-Fiction chez Albin Michel. Tu sais, c'est les livres gris moches là, que personne n'achète à la brocante.
Pour finir, il co-anime une émission sur RTL TV à la fin des années 70, L'Incollable, une émission de culture générale où il met des grosses mandales intellectuelles à tout le monde. Alors j'ai pas trouvé d'extrait, donc c'est un lost media, hein, en quelque sorte. Alors bon, faut quand même que je le dise, mais entre deux, il s'amusait aussi à faire des prédictions sur l'avenir, hein, avec une méthode scientifique développée par ses soins. C'est comme ça qu'il a pu prédire l'arrivée des smartphones, de Google Trad, du télétravail, d'Internet avec les risques liés à la vie privée. Et c'est aussi comme ça qu'il a pu prédire l'arrivée de la prochaine grande civilisation. Alors tiens-toi bien, il était convaincu que les États-Unis et la Russie allaient fusionner pour former la première civilisation planétaire. Moi j'ai rien dit, hein, je pose ça là. Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est finalement rappelé sur sa planète, il meurt. En 1978, laissant derrière lui un paquet de questions qui n'auront probablement jamais de réponse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors moi je voulais juste te parler d'un homme exceptionnel, hein, qui était à la fois chimiste, résistant, survivant de l'Holocauste, écrivain et un brin magicien. Jacques Bergier. Un mec totalement perché, qui en a pris plein la gueule toute sa vie, mais qui malgré tout nous aura vendu beaucoup de rêves. Alors si ça t'intéresse, je me suis beaucoup inspiré d'un documentaire qu'il a réalisé avant de mourir sur la télévision suisse, donc je te mets le lien en commentaire. Par contre, prépare-toi, il balance les punchlines pendant 2 heures, quoi. Puis d'abord, hein, vous les saloperies de rageux et de détesteurs là. Vous l'aimez pas? Ben soit. Ça me fait une belle jambe. Alors je te disais au début que j'avais un peu abusé sur le titre, mais en fait pas du tout. J'ai résumé sa vie de manière romanesque, j'ai arrondi les angles de la vérité, enfin bref, j'ai fait du Jacques Bergier, quoi. Et alors quand je te disais qu'il était allé dans l'espace, c'est même plus que ça, c'est lui qui a tenu et qui tient toujours la barre du vaisseau qui nous emmènera tous un jour dans l'espace. Au final, avec ses histoires à dormir debout, Jacques Bergier ne serait-il pas le premier de tous les oncles chelous? Rien à foutre. Ah ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Enfin bref, allez espèce de Kwakubé, je vais devoir y aller. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, avant qu'on se quitte, passe le bonjour à ta daronne.